We me on three. One, two, three. NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon producer Johan, de Marine Riley et de Benz, le chasseur de pépé du côté de Denver. On fait le point en fait sur cette finale NBA au moment où nous on enregistre. En tout cas, il y a 2-1 pour les Suns. Et on se demande justement, est-ce que les Bucks vont pouvoir réagir, revenir dans cette série? Est-ce que Giannis va pouvoir porter l'équipe sur ses épaules ou tout simplement Phoenix est beaucoup trop fort? Donc vous allez un petit peu voir nos impressions sur cette finale. En fin d'épisode, on fait une petite ouverture, bien entendu, sur tous les trades potentiels, les storylines à suivre dans la NBA. En tout cas, c'est une belle finale NBA. On est tous d'accord pour ça. Du beau basket. On a hâte de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Merci d'être là avec nous. Merci de regarder l'épisode et tout ce dont vous avez besoin pour interagir s'affiche sur votre écran. All right, let's do it. NBA Haters, alors au moment où on enregistre, il y a 2-1 dans la série, dans cette finale en fait NBA entre Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns. Donc, je vais faire un petit peu le point avec vous, savoir qu'est-ce que vous pensez qui va se passer pour cette série. Johan qui a déjà perdu un pari, il avait parié qu'il devait se raser la barbe si Mike Budenholzer arrivait à gagner une game en finale NBA. Ça, c'est fait. Johan, tes impressions, est-ce que tu penses que là, ça peut, ils peuvent créer la surprise en fait, les Bucks dans cette série? Qu'est-ce que tu penses? Suns in 5. Damn. Il y a du progrès déjà. Ça, vas-y. Je sais pas, pour qu'il gagne, il faut que Middleton et comment il s'appelle, et Holiday marquent soit 10 ou 20 points et que Giannis sorte des matchs à plus de 40 points, tu vois. Donc, voilà. Oui, mais ça n'a pas l'air impossible ce que tu racontes comme scénario, non? C'est un peu impossible, surtout que je crois que les Suns ont pris 17 lancers francs et Giannis lui tout seul a pris 19 lancers francs, tu vois. Donc voilà, tu vois, je pense que c'était un peu biaisé ce match, tu vois, le fait qu'ils arrivent à Milwaukee. C'est juste de la hatred, tu vois. C'est ce que je vois. Et en fait, c'est ça, parce que toi, t'es pas capable de faire une analyse objective. Et je m'en rends compte, je viens de réaliser, tu vois. Giannis, c'était le fils, l'enfant prodige, c'était ton gars. Puis l'année où, encore une fois, je remets ça sur la table, Johan, malheureusement, l'année où tu demandes ton trade, t'as ton Giannis là qui est potentiellement en train de mener ses Bucks au titre. C'est sûr que ça doit faire mal. Tu dois l'avoir un petit peu en travers de la gorge. Non, ça fait pas trop mal. C'est une saison. Je veux dire, sans vouloir te couper. Vas-y, go for it. C'est quand même une saison où bon, t'as eu beaucoup de blessures. Tu vois, t'as les Nets qui sont pas là pour les blessures. Tu vois, t'as KD qui chose trop grand. Tu vois, genre, voilà quoi. C'est pas. Voilà. Ouais, mais mais l'histoire, c'est parce que l'histoire va retenir. Hein. Tu sais comment ça se passe, gars. Jamais. Mais ils vont pas retenir que Bud n'est pas un bon coach aussi, tu vois. Donc ça, c'est ça. Voilà. On en avait parlé dans l'épisode. Encore une fois, l'épisode précédent. C'est la partie la plus dure à avaler. Benz, dis-moi, toi, il me semble que justement, je pense que entre les deux, ton cœur pense un petit peu plus chez les Bucks, si j'avais bien compris. Toi, de ce que tu as vu justement, écoute, encore une fois, je réitère le fait qu'au moment où nous on enregistre, il y a 2-1. Il y a encore un match à Milwaukee qui, par le temps que vous voyez l'épisode, ce sera ce soir sûrement. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer là? Est-ce que tu as vu des bonnes choses du côté des Bucks et est-ce que tu as un petit peu plus ta confiance pour la suite de la série? Bon, déjà, je vais commencer pour les Suns. Moi, j'ai la haine pour les Suns. Vas-y. Alors, ils nous ont éliminé déjà Nuggets en 4, ça c'était très dur. Alors, au final, se faire éliminer par le champion, bon, certains diront que c'est moins grave, mais moi, je suis pour les Bucks. C'est pas passé. À fond pour les Bucks, là. Clairement. Désolé CP3. Et il fait vraiment de bons playoffs. Ensuite, sur la série, ce que moi je constate, il y a effectivement trois grosses stars, en fait, dans la série. On n'a jamais eu les 6, j'ai envie de dire, qui performent en même temps. J'ai l'impression que la logique des matchs, c'est dès que tu as un ou deux qui sont défaillants dans ton équipe, tu perds ton match. Là, il y a eu Booker au match précédent. Et donc, ça fait le jeu des Bucks. Surtout que pour la première fois dans cette série, Holiday réussit son match. Moi, j'aurais bien aimé voir lorsque les trois performent dans chaque côté. Qu'est-ce que ça donne? Mais j'ai l'impression que jouer à la maison, c'est plutôt positif. Dans cette série. Donc, j'espère quand même que les Bucks prendront le match suivant, mais j'avoue que je ne serais pas choqué si c'est Suns in 5. J'avoue que là. Ah ouais, toi aussi, tu te dis que ce serait pas surprenant. J'ai l'impression que pour les Bucks, ils ont besoin d'aller au-delà de ce qu'eux ont déjà fait. Alors que Phoenix, juste en déroulant, en étant ce qu'ils ont déjà été dans tous les playoffs,
J'ai l'impression qu'ils arrivent à gagner le match. Alors que les Bucks, vraiment, il faut qu'Anis mette ses lancers. C'était déjà assez surprenant. Il faut que tu aies quand même Middleton, plus Holiday qui soit au niveau. J'ai l'impression que c'est pas impossible, mais qu'il y a plus de choses à imbriquer côté Bucks pour gagner un match. Donc, j'espère qu'ils vont s'accrocher, mais difficile. Parfait. Non, c'est clair. Et Marine, justement, pour rebondir sur ce qu'il disait Ben, c'est sûr que le prochain match, il est critique hein, pour les Bucks. Faut qu'ils gagnent à 3-1. Je pense que peu importe, la série, elle est pliée. Mais ne penses-tu pas que justement le fait d'être à la maison, on a vu leur public. Alors d'accord, les Suns aux 2 premiers matchs nous ont montré un public vraiment de feu. Et là, on voit les Bucks là et puis toute la ferveur de la ville en fait, et même les gens à l'extérieur, etc. qui est derrière l'équipe. Est-ce que tu penses que juste ça peut les aider quand même et comment tu vois que ça peut se dérouler la suite de cette série en fait? Ça galvanise clairement une équipe d'avoir un public et toute une ville, toute une région comme ça derrière soi. C'est clair que ça joue, mais je suis d'accord, il y a trop de variables. Les Bucks ont trop besoin de variables aléatoires comparées aux Suns. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un public on fire, tout ça, mais faut pas oublier de pas trop se mettre de pression non plus, parce que trop de pression, ça fait déjouer. On a déjà vu des superstars en fait se manquer parce qu'ils s'étaient mis trop de pression. Donc c'est bien, mais attention à pas avoir un retour de bâton en se disant on peut revenir à 2-2, mais à tout moment on perd la série, parce que je pense que justement à 3-1 ça revient pas. Non, ça revient pas. Et ce match couperait là avec une telle pression, une telle ambiance, va falloir être solide dans les têtes. Je pense que ça va être solide chez la plupart des joueurs, mais je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer en fait les Bucks profiter totalement de l'avantage comme ça d'être à domicile. Parce que je vois pas les Suns se dérouler 2 fois de suite avec tout ce qu'ils ont montré. Ils sont sur une dynamique très très positive. Ça joue bien, tout le monde participe. T'as un Booker qui met 10 points dans un match. On va pas se mentir, c'est anecdotique. Anecdotique. T'arriveras pas. Si demain il remet 10 points, je me rase la barbe aussi, tu vois. Excellent. Ok, d'accord, on a un autre pari on the record. Non, c'est vrai que tu apportes des points importants, surtout que il y a eu beaucoup de temps en fait entre les. D'habitude, il n'y a pas autant de comment dire ça, de temps de repos entre les matchs. Et là, il y a 3 jours. 3 jours, c'est beaucoup de temps, surtout quand tu as un bon coach du côté de Phoenix, Monty Williams, de regarder le film et juste montrer aux gars que, hey, comment, Book. T'as eu une contre-performance, 10 points, regarde. Il y a un moment où ils étaient, même avec tout ça, rappelez-vous, dans le match d'avant, ils avaient cut le lead à 4, ils étaient revenus à 4 points. Après, Giannis, il a take over et tout. Mais du côté des Bucks, encore, moi, je me fais l'avocat du diable, mais je pense qu'il y a, tu sais, Giannis, il y a personne qui peut l'arrêter, Johan. Et t'es pas d'accord que s'il se met en mode dominant, en mode, je sais pas, LeBron en 2015 ou LeBron dans je sais pas quelle série là, et se dire, bon, moi, il faut que je mette minimum 40 points. Tu vois que lui, s'il se dit qu'il met minimum 40 points, que de l'autre côté, ses coéquipiers, c'est comme, allez, guys, give me something, you know? Qu'est-ce que tu penses? Ouais, mais il faut que ça fonctionne. Parce que lui, il pourra le faire. Giannis, s'il continue, il peut gagner le MVP en perdant la finale. Tu vois, donc ça va être le deuxième personne. C'est juste que si tu n'as pas Middleton, tu vois, qui est la 3e option, et Holiday qui doit être en 2e option, tu vois, qui fonctionne bien, là, ça pose un problème. Et tu vois, genre, tu n'as pas voulu lancer la pique, mais tu as dit, genre, il y a 3 jours, le coach, il va voir Monty Williams, il va regarder le jeu et tout ça. Voilà, tu vois, tu sais très bien ce qui va se passer chez les Bucks. Tu vois, tu peux pas. C'est dur d'avoir un joueur aussi dominant et ne pas avoir en fait tu vois, comment il s'appelle, George des Lakers, tu vois, ou un Rick Fox, ou tu vois, ou des joueurs qui performent quand même. Donc franchement, je sais pas, je vois pas le 2-2 hier. Ah, tu vois même pas le 2-2 pour toi là? Non, je vois pas le 2-2. Enfin. Voilà, après, je vais faire encore je suis biaisé, donc je vais faire un truc. Mais il y avait notre ami Scott Foster, tu vois, qui arbitrait le match hier. C'est déjà la relation entre. Mais oui, entre lui et Chris Paul. Je crois qu'il y avait des vrais paris qui avaient été faits, des trucs en ligne, comme quoi, qui aurait l'avantage, est-ce qu'il y aurait une technique, tout ça, parce qu'on connaît l'historique des deux. Il y a eu des paris comme ça qui ont été faits en ligne. Ouais, mais non, mais c'était. Ouais. Mais après, sans dire que les matchs sont biaisés, je sais pas. Je pense que je sais pas quel va être le crew d'arbitrage aussi, mais
je pense qu'ils ont peut-être un petit mandat à la NBA sans dire que le truc est rigged, mais qu'il y aurait un petit mandat de dire, hey, les gars, s'il y a moyen de donner un petit avantage au Bucks, parce qu'en vrai, je pense que tout le monde le sait, à 3-1, c'est plié. Donc, ils veulent que, tu sais, à 2-2 au moins, puis là, t'as un match 5 qui, à Phoenix, qui là, vraiment va être capital. Mais il y a personne d'entre vous qui est comme, ouais, peut-être ils peuvent le faire. Ça, ça serait cool parce que ça laisse, tu vois, tu regardes plus de matchs et on va pas se mentir, c'est une belle finale, tu vois. Mais c'est ça, en fait. C'est une finale surprise, ouais, parce qu'il y avait beaucoup de blessures, tu vois. Des blessés, des pas blessés. Tu vois. Mais c'est une belle finale. Ça montre que le système de la NBA fonctionne toujours, tu vois. Donc, tu n'as pas que des gros marchés qui sont en finale toutes les années et que tu as voilà, des exceptions, tu vois, à la règle de. C'est pas, j'allais dire les Knicks, c'est pas les Lakers ou Boston, où tu vois les gros marchés qui fonctionnent. Mais donc, ouais, là c'est l'opportunité. Je pense qu'on l'a dit, je sais pas c'était quand. C'était l'avant-dernier podcast ou le dernier où genre, on sait que pour CP3, c'est peut-être la dernière fois. Oh non, clairement. Et que pour Giannis, c'est pas la dernière fois, mais c'est peut-être la dernière fois chez les Bucks. Ça, c'est mon take, exactement. Tu vois? C'est toi qui disais ça, c'est pas moi. Hein? Ouais, non, pour moi, je suis très confortable par rapport à ça. Et pour vous, Giannis, il s'en va? Comment? Il gagne pas, ouais. Non, c'est simplement, j'ai pas dit qu'il s'en va, mais j'ai dit que c'est la première et dernière fois qu'il va en finale sous le maillot des Bucks, en tout cas. C'est-à-dire que par la suite, là, si tu vas vouloir retourner en finale, parce que Milwaukee, et on a parlé de ça, c'est une perfect storm, là, ce qui se passe pour eux, pour qu'ils arrivent là où ils sont aujourd'hui. Tu vas pas avoir ça tous les ans, là. Donc, c'est pour ça que, hey, de la même façon pour Phoenix, mais ça, c'est plus pour l'âge de leur star Chris Paul. Giannis, oui, il est jeune, il a du basket devant lui, mais pas avec l'effectif. Regarde, Chris Middleton, il est de l'autre côté de 30. Pareil pour Jrue Holiday. Puis, ils ont beaucoup hypothéqué leur futur, en fait. Pour avoir Jrue Holiday, ils ont donné quoi? 3 first round picks. Ils ont quand même, va falloir payer ces gens-là. Donc, tu sais, ta masse salariale. Tu sais, ils ont pas beaucoup de flexibilité. Voilà tout ce que je veux dire. Et il y a les Nets. Il y a les Nets, ouais. Il y a les Nets. Il y a les Sixers qui ont mis notre ami sur le, tu vois, sur le trade market. Ouais, tu vois. Clair. Donc, c'est juste, pour moi, Ben, tu vois, c'est juste comme ça. Tu te dis où tu places les Bucks l'année prochaine si on dit que tout le monde revient en forme et tout ça, tu vois. C'est compliqué. Alors, je comprends ce que vous dites, mais quand je réfléchis, à part les Nets, où effectivement il y a eu des blessés, je les mets pas vraiment loin. Ils sont top 3 en fait de l'Est. Alors effectivement, buter chaque année contre les Nets, ça c'est fort possible. Mais comparativement à Phoenix tombe à chaque tour contre une équipe qui a un blessé majeur. Donc je me dis Phoenix, déjà eux ils n'ont pas de blessé. Alors, ok, DiVincenzo, c'est pas le joueur des Bucks, mais ils l'ont perdu quand même. Phoenix, pour l'instant, c'est la bonne histoire. À chaque petit blessé, il revient. Comme par hasard, CP3 est revenu. Le backup meneur, il est revenu aussi. Pour l'instant, c'est eux la belle histoire, j'ai l'impression, Phoenix. En tout cas, j'ai l'impression que les Bucks, chaque année, ils vont lutter en finale de conférence pour atteindre la finale. Les Suns, c'est possible que dès l'année prochaine, dès le premier tour, ça devienne très compliqué pour eux. Non, c'est clair. Ah oui, non, c'est sûr. Oui, tu allais dire quelque chose, Johan, vas-y. Non, c'est ça. J'allais dire le même point que Ben, tu vois. Là, tu regardes l'Ouest. Là, j'ai pris juste les Nets, tu vois. On va espérer que Damian Lillard ne finisse pas au Knicks. Donc, on va finir avec les Nets, avec l'Est. Ça. Tu vois, mais l'Ouest, mec, c'est pire pour Phoenix, tu vois. C'est pire pour Phoenix. Oui, clairement. Mais est-ce que Phoenix n'a pas profité de ce qu'on appelle la chance du champion? Tu vois? À chaque fois, il y a eu un fait, en fait. Ouais. Et tu as l'impression que quand une équipe a cette chance-là, qu'on appelle la chance du champion, tu as l'impression qu'ils sont intouchables. Et ça, Toronto. Plein de sport, tu vois. Toronto, la chance du champion, ça a été le shoot, on va pas se mentir. Ouais, le shoot de Kawhi, là, faut le mettre, c'est clair. Hein. Franchement, il était chanceux, là. C'est pile ou face, ce shoot-là. C'est triple double. Donc, la chance champion est tombée là. Et je me souviens, genre, quand le shoot de Kawhi est tombé, tout le monde a dit, est-ce que ce serait pas le moment déclencheur? C'est ça. Tu vois, ce qui impulse. C'est ça.
Ouais. Bon, après, KD s'est blessé. Après, KD et Clay étaient blessés. Ouais, mais tu retombes encore une fois dans cette histoire de chance sur parce que si KD se blesse pas, tu vois, genre. Ouais. Et même, j'ai l'impression que même juste Clay, parce que regardez, quand KD était blessé, puis il y avait encore juste Clay et Steph, moi, je me rappelle, je regardais, je me disais, wow, c'est chaud. Ouais. C'est chaud, là, franchement. Donc, c'est vraiment quand Clay went down que là, c'était comme, OK, bon, là, OK, on devrait être correct. Et même là, ça s'est joué un peu parce que je me rappelle le Game 6, Steph Curry, il a pris il a pris feu un peu vers la fin, puis si jamais non, ça allait être compliqué. Donc ouais, la chance du champion, je suis d'accord, clairement pour toi. La question, je la pose à n'importe qui parce que oui, on a parlé des stars, bien entendu, de chaque équipe, les 6 joueurs majeurs, mais est-ce qu'il n'y a pas des joueurs un petit peu plus underrated dont on parle pas, mais que vous les voyez dans cette finale, vous voyez le travail qu'ils font, vous voyez le rôle qu'ils ont, et vous vous dites, ah, tu sais, c'est pas mal. C'est quand même cool. Ce serait bien que, par exemple, tel joueur ou tel joueur gagne un titre. Par exemple, Johan, je sais pas, ou Marine, vas-y. Sans forcément sortir un joueur, je pense que tu as plus de chances d'avoir cette réflexion-là du côté des Suns que du côté des Bucks. Et je dis ça par rapport au temps de jeu accordé aux stars, en fait. Parce que quand tu regardes, hier, au dernier match, Giannis, c'est 37 minutes jouées. PJ Tucker, c'est quasiment 30 minutes. Chris Middleton, c'est 41 minutes. Jrue Holiday, c'est 40 minutes. Et tu te dis, genre, en gros, tu as ces joueurs-là qui ne sortent jamais. Quand tu vas intégrer quelqu'un qui n'est pas forcément dans la rota, comment tu veux que cette personne-là puisse prendre des choses en main ou puisse se montrer quand tu as déjà des stars qui sont dans le feu de l'action, tu vois? Encore un petit scud à Bud. Là, vas-y, continue. Une fois que je ne sors pas. Attends. Non, mais tu vois. Vas-y, je te laisse finir. Je vais essayer de le défendre. Mais je suis d'accord sur le fait que sur des finales comme ça, ces joueurs-là doivent jouer beaucoup. Je suis totalement d'accord. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est les finales NBA, là. Mais quand tu regardes à Phoenix, tu as Michael Bridges, c'est 27 minutes. Jay Crowder, c'est 32 minutes. DeAndre Ayton, c'est 25 minutes. Devin Booker, c'est 29 minutes. Il passe même pas la demi-heure. Il n'y a que Chris Paul et Cameron Johnson après qui sont à 30 minutes et 33 minutes. Tout le reste, après les joueurs du banc, c'est 24 minutes, 15 minutes, 13 minutes, 7 minutes. C'est-à-dire qu'à Phoenix, tu fais confiance à ta rota, tu fais confiance à ton banc. Et tu n'as pas l'impression que les Bucks font confiance justement à leur banc quand tu vois qu'après Jeff Teague, c'est 1 minute, 4 minutes, 1 minute, 1 minute. Non, mais Jeff Teague, bro. Jeff Teague, c'est 13 minutes. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, tu as l'impression qu'en gros, les Bucks ont ce problème-là on ne fait confiance qu'aux joueurs majeurs. Le banc, c'est vraiment juste pour faire souffler. Tu n'attends pas d'apport du banc. Ouais. Mais c'est ce qui va user les corps, en fait, sur la série. Ils ont la chance que là, il y a beaucoup de repos entre les matchs. Mais si tu fais sur une série où il y a une journée d'écart, comme c'est d'habitude le cas, la série, elle peut partir en 4 très rapidement avec ce genre de temps de jeu, en fait. Parce que tu crains tes joueurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pour la défense, quand même, des Bucks ici, surtout que ils étaient menés 2-0, faut pas oublier, tu vois. T'es mené 2-0, t'es à la maison, faut absolument gagner ce match-là. Les gars, on y va, tu vas avec tes meilleurs joueurs, puis c'est pas le moment de, tu vois, mais je vois ce que tu veux dire, hein. Mais c'est sûr qu'après, ça peut les pénaliser. Ça peut les pénaliser. D'ailleurs, après, sur ce match-là, tu es obligé de laisser Giannis sur ce temps de jeu-là. Parce que clairement, Giannis, c'était Shaquille O'Neal. Oui. Moi, j'ai toujours cette carte des shoots que j'ai vue après le match. Tout ce qui était extérieur, que des loupés. Et après, c'est que des trucs près du sac. Mais il ne faut pas qu'il… Tu vois, ça, c'est un bon truc. Ça, c'est un bon ajustement de Giannis, tu vois. Ouais. C'est… Comme je dis, on est dans une ligue de 3 points. OK? On est dans une ligue de 3 points. D'accord? Mais il ne faut pas faire ça à l'excès, en fait. Il faut faire ça de façon un peu réfléchie, tu vois. Et lui, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Il a arrêté. Parce qu'au final, tu shootes un 3 points, tu le rates. Tu peux rentrer dans la raquette. Personne ne t'arrête, c'est 2 points. Plus la faute peut-être, tu vois. Et c'est aussi simple que ça. C'est laid comme jeu, mais… Et tu te retrouves en 41-13 et tu carries ton équipe sur la win. Puis en plus de ça, c'est deux facteurs positifs parce que si tu prends des fautes, c'est que tu les mets en foul trouble aussi. Tu vois? Donc, ça a vraiment cet aspect parce que du coup, ton équipe, elle est plus facilement dans le bonus. Là, tu mets Monty Williams dans une position difficile. Est-ce que Ayton a des fautes parce que Booker, faut pas prendre trop de fautes. Crowder, il est starter, faut pas qu'il prenne trop de fautes. Tu sais, non. C'est ça, en fait. Je trouve que Giannis, comme tu dis, il a bien ajusté son jeu en se disant, tu sais quoi, non, je vais appuyer là où ça fait mal. Puis voilà. L'autre côté, par contre, c'est, je sais pas pour vous, mais chaque fois que je le vois drive ou que je le vois tomber ou que, tu sais, je suis comme ça, je retiens mon souffle parce que, tu sais, son genou là, on sait jamais, en fait. Et c'est là que tu vois que pour Phoenix,
Et il y a Ben qui est en train de sourire et se dit, yo, si le genou Yanis il tourne encore là, c'est sûr que ouais. Non, mais de toute façon, pour Yanis, moi en tout cas, je préfère le voir mettre ses lancers francs chaque fois qu'il en a, être comme sur le dernier match plutôt que tenter et même mettre à 50% à 3 points. Je trouve qu'il est plus efficace comme ça. En plus, les lancers francs, j'ai l'impression que c'est plutôt un shoot de routine. Alors, j'espère pour lui qu'en mettant ses lancers francs au match précédent, il est entré dans une bonne routine et qu'il pourra vraiment continuer dessus. Mais comme vous avez déjà dit, après, vous êtes dur avec Bud, mais je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Un peu trop dur parce que je veux quand même croire en lui. Après, il y a des coachs qui sont allés loin sans proposer du beau jeu. Et c'est clair que c'est pas sa qualité principale. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, je pourrais le critiquer quand ces joueurs seront bons dans le match, les 3 meilleurs joueurs, et que finalement, je me dirais, ce qui a manqué dans ce match-là, c'est du système offensif. C'est ça. Et dans les faits, d'accord avec toi. Le mec, bon, il doit composer avec 2 matchs où son meneur, même pas son meneur starter, le mec qu'ils ont fait venir pour passer un palier, il rate ces deux matchs. Donc, j'ai envie de te dire, la causerie de Bud à la mi-temps et à la fin du match, c'est juste, et Holiday, réveille-toi, mon gars. Donne-toi maintenant, je te fais jouer 30 minutes, il faut que tu me donnes du rendement. Alors, je sais pas si mettre finalement le petit mec là, le remplaçant meneur, ça l'a piqué ou pas. Mais on a besoin de matchs comme le dernier match. Est-ce que tu as dit ça s'applique aussi à Middleton? Parce que c'est comme, hey, Chris, on a besoin de toi. Là, toi, tu dois nous donner 30 points, là, 25 points, 30 points, soit agressif, soit quelque chose. Donc, c'est vrai que du côté de Bud, là, on peut pas, pour l'instant, en tout cas, mettre le blâme sur lui et dire que c'est une question de coaching ou quoi que ce soit. Je vais prendre ça pour un défi. Hein. Je vais prendre ça pour un défi. Hein. Faut pas dire des choses comme ça. Pour l'instant, on peut pas. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec Ben. Tu vois, genre, c'est mon mantra, tu vois. Mais moi, je vais vous dire un truc. Vous allez me dire comment vous analysez ça. Parce que nous, on regarde ça de l'extérieur. On voit finalement les manquements de Bud. Moi, ma question, c'est comment perçoivent Bud les joueurs des Bucks? Est-ce qu'ils se disent, les gars, quand Yanis, en fait, il gueule sur ses coéquipiers, est-ce que c'est les gars, on est entre nous, il n'y a que nous qui pouvons nous sortir de cette situation, ou il dit ça dans le sens où on ne peut plus rien attendre du coach, il a fait ce qu'il devait faire, maintenant c'est à nous d'aller chercher la victoire. Et ça, je me dis, c'est lequel? Je pense que tu te dis, en tant que joueur, tu vois ce qu'il y a eu comme problème, tu as compris au bout d'un moment que Budenholzer va avoir ses limites très très vite quand il s'agit de playoff. Non, quand il s'agit de playoff, pas en saison régulière, mais en playoff. D'accord? Non, mais c'est vrai. Et quand il va arrêter avec ses rotations fixes, j'arrêterai d'être sur son dos. C'est aussi simple que ça, d'accord? Mais tu comprends que ce coach-là, c'est pas forcément celui qui va te dessiner le système, tu vois, genre qui peut te sortir d'une situation ou quoi que ce soit. C'est sûrement un bon meneur d'hommes, c'est peut-être pour ça qu'il est encore en place. Tu sais que bon, il peut te faire des bonnes choses aussi. C'est pas non plus totalement un nul, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ok, ça fait plusieurs fois qu'on arrive et qu'on bloque un palier. Ça fait plusieurs fois qu'on bloque sur des choses bêtes. Et si on essayait nous de prendre les choses en main, en fait, genre on prend ce qu'il nous dit et on le refait à notre sauce, tu vois. Genre par exemple, Yanis, ça se trouve, on lui a dit, écoute, essaie de te trouver dans le périmètre. Et ben au final, il dit, bah, je joue dans le périmètre, mais au final, je vais driver, tu vois. C'est peut-être prendre les consignes et les ajuster à nous comment on le sent. C'est un petit 50-50. Comme ça, lui, il est content, eux, ils sont contents. On va peut-être sauver sa tête, on est en finale. C'est assez ouf parce que je crois que Phil Jackson ne faisait pas beaucoup d'ajustements, tu vois. Il laissait beaucoup de liberté à ses joueurs. Ouais. D'ailleurs, il avait une manie, je sais pas si tu te rappelles, Johan, quand il prenait l'eau, lui, il appelait pas time-out, en fait. Tu sais, il est comme, figure it out, tu vois. Débrouille-toi, tu m'ajustes le truc, tu vois. Et, mais je t'ai interrompu, excuse-moi. Donc tu vois, non, mais je disais, tu vois, au final, est-ce que c'est sur les joueurs, est-ce que c'est Bud? C'est 50-50. Hein. Ouais, c'est 50-50. Tu peux pas non plus attendre d'un coach, tu vois, qui te sort, parce que c'est toi qui dois jouer, tu vois. Donc, tu peux pas non plus attendre que le coach il sauve et qu'il aille mettre un shoot à 3 points ou qu'il, comme le meilleur coach de la NBA l'a fait, te donne une faute pour que tu, rentre. Te fasse percuter par son propre joueur pour avoir un lancer franc. Je place mes trucs. Attends, Don, ça va aller. Tu sais ce qui est beau, c'est que tu places tes trucs, mais
En fait, il va juste devoir coacher l'année prochaine. Et là, on va voir. Et ce sera magique. Tu vois. Il parle de Jason Kidd, by the way, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais on va le voir coacher l'année prochaine. Ça va être fun. Vas-y, continue. Ouais, donc tu vois, donc c'est assez dur de dire, ouais, le coach n'est pas bon, l'équipe n'est pas bonne. Mais si on a les 3 stars d'un côté et les 3 stars de l'autre côté, ça, moi, j'aimerais bien qu'ils performent et qu'on voit en fait vraiment les coachs et les ajustements à la fin, tu vois. Parce que, ça va, là, ça compte. À ce moment-là, ça compte, tu vois. Quand tu prends ton time-out, quel système de jeu tu mets en place, là, ça va compter, tu vois. Pour l'instant, on va dire que c'est un peu déséquilibré. Mais d'ailleurs, et c'est bien ce que tu dis, excuse-moi, Johan, ça t'interrompt, mais justement, ce qui me fait réaliser, et c'est là où on va voir les limitations de Bud, comme tu dis, on n'a pas encore eu de match serré jusqu'à présent, en fait, en vrai. Parce que, premier match, les Suns, ils gagnent de 13 points. Deuxième match, ils gagnent de 10 points. Donc, c'était plié un peu vers la fin. Le troisième match, on a vu, ça a été close. Après, c'était un blowout. Mais, effectivement, dans un match où il reste 3 minutes à jouer, le truc il est serré, et puis le truc devient possession par possession. C'est là peut-être qu'on verra, comme tu dis, les limites en fait. Donc on verra. Mais j'aime bien. On parlait des joueurs, tu vois. Moi, Brook Lopez, tu vois, j'aimerais bien qu'il gagne, tu vois. Je trouve c'est un joueur super cool et c'est aussi un joueur qui a adapté son jeu là, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un pivot. Il est devenu shooter à 3 points, tu vois, pour essayer d'écarter le jeu, pour laisser Giannis rentrer. Là, tu le vois un peu plus dans la raquette, tu vois. Donc, c'est assez cool de voir les joueurs qui ne suivent pas genre la grosse tendance ou un mode tu shoots, tu vois, et qui n'ont pas peur de s'adapter au final. Tu vois. Donc, ça, c'est plutôt cool. All right. Non, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Parce que c'est sûr qu'il y a d'autres storylines sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Mais vas-y, Ben, c'est-à-dire. Non, mais c'était juste la confrontation entre coach et joueur. Je ne sais pas si je me trompe quand j'analyse ça. J'ai l'impression que l'espace où Bud ne coach pas, effectivement, ça peut-être laisse de la place pour les joueurs, mais j'ai l'impression que c'est la bonne fenêtre, et peut-être qu'on est en train de le voir dans cette finale, où Giannis a la place pour devenir le vrai leader d'équipe. Et moi, j'ai l'impression que là, effectivement, dans cette finale-là, on assiste à l'éclosion d'un vrai leader d'équipe, comme peut l'être en face Chris Paul, où là, effectivement, il se dit, OK, Bud, il ne va pas au fond, il ne va pas gueuler sur les mecs, c'est à moi de le faire. Je suis le leader de l'équipe. Même si, effectivement, je suis blessé, mais je suis là à encourager les mecs. Et je trouve qu'il y a des petits trucs de leader qui commencent à se faire sentir au niveau de Giannis. En fait, mais c'est vraiment remarqué ce que je fais. Et justement, moi, c'est ce qui me fait penser que cette série n'est pas terminée. Parce que j'ai l'impression que Giannis, quand tu regardes ces 2 derniers matchs, alors d'accord, oui, dans les 2 derniers, il y a eu une défaite, mais il était déjà au-dessus de 40 points. Le match 3, il a complètement dominé. Je me demande, lui, quand il va regarder le film, est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, hey guys, moi là, si je dois, c'est la finale NBA, il n'y a plus rien après là, je dois pas me sauver pour la prochaine série, je vais pas jouer avec, je sais même pas s'il va jouer pour les JO avec la Grèce ou whatever. Donc c'est maintenant là. Donc si Giannis se met en mode domination terrible, et il est capable de le faire. Je vois pas il y a personne qui peut l'arrêter là, en face, là, du côté de Phoenix. Dans ma tête, je me dis, est-ce que Giannis est capable encore, à lui tout seul, de gagner peut-être 2 games? Oui. Mais voilà, c'est ça. Tu vas pas faire ça à 3 fois. Mais est-ce que tu es capable de gagner 2 games et après, la pression est sur les Suns? Parce qu'un game 7 à la maison, ça peut aller dans ton sens ou ça peut aller dans l'autre sens. Donc, faut pas, des star players comme ça, on peut pas les underrate. Et je me demande, est-ce que Giannis est pas en train de prendre, justement, comme disait Ben, une dimension devant nos yeux, quoi. Parce qu'il est capable. Mais vous pensez pas que qu'il est capable d'élever son niveau encore? Je pense qu'il peut élever son niveau, tu vois. Je dis juste que pour gagner, il faut vraiment que, comment ça s'appelle, Booker mette 10 points et que ces gars-là, Middleton et Drew Holiday, tu vois, fassent 15, 20, 25, même si Middleton devrait être à 30, tu vois. Comme tu l'as dit, 25, Middleton, 30, il est capable. OK, mais mettons 25. Middleton, il peut te donner 25 points, non? Bien sûr. Bien sûr. Mais tu le vois pas, sauf que tu le vois pas dans la série, en fait, c'est ça. Oui, mais ça dépend aussi du jeu de Giannis, en fait. C'est-à-dire que Giannis, sur le match où il fait les 40 points, là, sur le dernier match, il a quasiment tous les ballons, en fait. Comment tu veux marquer si on te donne pas le ballon? Parce que ce qui a clairement marché, c'était ballon poste bas pour Giannis et on travaille. Ou bien on te le donne et il pénètre. Quel ballon, en ce cas-là, il va avoir Middleton? Ça va être des kick-outs parce qu'il peut pas driver? Ça va être des fins de possession. Ça va être, ou bien à moins que ce soit très ouvert. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Middleton ne va pas être la première option.
Clairement, la prévention, ça va être Yanis, tu prends le ballon, tu baisses la tête, tu vas attaquer ce cercle, tu vas me chercher tes lancers, tu vas me chercher tes N1. Est-ce que, oui, Middleton est un bon shooter, mais est-ce que c'est le mettre dans les meilleures conditions que de lui donner des fins de possession où il doit se dépêcher, se démerder, trouver un shoot, tu vois? Mais dans ce cas-là, et c'est là que ça revient au coach, tu es censé un peu ce qu'ils appellent en anglais comme stagger les minutes. C'est-à-dire que, Yanis, parce que lui, il joue intense, comme vous l'avez vu, mais des fois, il a besoin de se reposer, là, normal, là, tu vois. C'est ça. Ce que tu es censé faire, c'est te dire, OK, Yanis, tu vas nous donner un bon boost de 5-6 minutes, va t'asseoir. Par contre, pendant que tu es assis, mais Middleton, le offense, elle est à toi, là. À ce moment-là, c'est toi qui dois créer off the dribble, faire des choses. Quand Yanis est sur le terrain, effectivement, là, tu as le rôle, comme tu disais, Marine, tu es un petit peu plus en mode, t'attends le kick-out ou tu fais quelque chose. Mais quand Yanis, il a pas la balle, là, c'est à tout. Quand il a pas la balle ou qu'il est pas sur le terrain, c'est à Chris Middleton de montrer qu'il est là, quoi, tu vois. Parce que pour l'instant, on le voit pas dans ses finales. De rester chaud, en fait. C'est à ça que tu vois un bon lieutenant. C'est est-ce qu'il va savoir rester chaud et efficace dans ces moments-là, tu vois. Parce que c'est bien, on l'a vu que sur des matchs entiers, Middleton peut prendre feu, il peut te faire des très bonnes performances, tout comme Jrue Holiday. Mais le problème, c'est est-ce que tu vas savoir attendre et rester chaud le temps que tes moments arrivent, tu vois? Parce que généralement, tes moments, tu les choisis pas. C'est clair. Tu les choisis pas le moment où tu es chaud. Donc, est-ce que tu vas avoir cet alignement favorable de Yanis sort, je suis chaud, on y va. Pas évident, effectivement. Je fais un tour de table encore sur vos prédictions pour savoir est-ce qu'elles ont changé. J'ai entendu Johan me dire un Suns in 5. Oh, shit. Suns in 5. Ben, vas-y. Allez, dis-moi. Bucks en 7. Allez, Bucks en 7. Bucks en 7. OK. I like that. I like the confidence. Bucks en 7. Et toi, Marine, tu vois quoi, là? Suns en 6. Oh, ouais, toi, tu l'avais déjà dit. Toi, tu restes sur ton Suns en 6. Mais Suns en 6, comment, vas-y? J'ai des convictions et on les suit. OK, non, respect that. Suns en 6, ça veut dire qu'ils gagnent à Milwaukee. Ce serait terrible. Hein. Franchement, wow, quoi. Faut voir après ce qui va se passer. Moi, je sais pas. Moi, je veux voir un 2-2. Moi, je crois au 2-2 quand même si vous le voyez pas. Moi, je me dis, allez, 2-2, la NBA. Et puis, le match 5, ça va être le match, oh là là, il va être, c'est lui qu'on veut voir, en fait. Il sera fantastique à 2-2. Et puis, c'est pour moi la personne qui gagne le match 5 et gagne la série. That's it. So, c'est ce que... Peut-être juste précision par rapport à Félix. C'est vrai qu'il leur manque aussi un gars, Saric. Et j'ai l'impression que au moment où Ayton sort, c'est le moment où Yanis a un peu plus de ballon. Et après, on le laisse prendre sa place dans le jeu et s'exprimer. Faut dire quand même que Phoenix, il perd un gars quand même. Non, c'est clair. Puis c'est lui qui est censé être comme le backup center pour permettre à Ayton de souffler plus souvent. Là, ils sont obligés de faire maintenant Ayton jouer plus de minutes. Donc, on va voir. En tout cas, c'est une belle série. On est tous d'accord pour ça, pour dire qu'il y a du beau jeu, il y a du beau basket. On s'attend pas à voir Devin Booker mettre encore 10 points. Lui, il doit se réveiller. Regarde la tête. Ça, vous êtes convaincus. OK, j'ai essayé, en tout cas. J'ai essayé de donner un peu pour les Bucks. Franchement, j'aimerais bien voir une série, tu vois, genre 7, tu vois, mais Booker qui marque 10 points, mec. Tu te dis, non, c'est ça. Tu vois, connaissant la mentalité du gars, tu sais qu'il va arriver avec un objectif. Et un joueur qui arrive avec un objectif bien défini, c'est dur à aller chercher quand ils ont son talent, tu vois. Surtout que, surtout que quand vous dites, pour les Bucks, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils vont gagner, ils vont refaire la même chose au match d'après, tandis que les Suns, eux, ils vont regarder le film, puis ils vont être comme... Exactement, tu vas arriver avec un objectif qui va être de ne pas refaire la même chose. Et tu prends tous les plus grandes stars. Kobe, quand il arrivait avec un objectif, tu le voyais, et tu savais très bien ce qui allait se passer. LeBron en mission, tu sais très bien ce qui allait se passer. Curry en mission. Yanis en mission, tu vois les 40 points, quoi. On attend, mais peut-être pas sous le maillot des Bucks, tu vois. On attend, voilà. Mais tu prends n'importe quelle star, que ce soit maintenant ou avant, si avec leur talent énorme, tu arrives en mission. Entendre Marine parler, justement, ça me fait juste penser, excuse-moi Marine, que quand on disait où est-ce qu'ils sont l'année prochaine, je pense que vous avez oublié l'équipe de Marine aussi. Parce que Miami va revenir. On travaille ensemble, nous. Ils vont rajouter Écoute, qui? je suis à Cancun, là, d'accord? Tu vas pas, on dirait je suis à Londres, mais je suis à Cancun, je taffe. Tu penses qu'il est en train de dire quoi à Bam Adebayo, là, à Damian Lillard, là, pendant Team USA, là? Tu penses qu'il est en train de dire, yo, Dame, come on, bro? Vas-y, le petit Tyler Hero, là, tu veux pas avec McCollum, mais tu viens. Il fait beau à Miami. Les enfants, tu veux pas, ils grandissent au soleil, sur les plages.
Il n'y a pas de federal tax on income, tu vois, tout est bien, tu vois. Ça aussi, en plus, c'est un truc. Culturel, tu vas apprendre l'espagnol, tout ça. Viens. Là, ici, tu vas parler avec Pat Riley, tu vois. Non, mais Ben, s'il vous écoute parler, il sait que Dame va finir à Portland, hein. Pas à Portland, à Denver. Ils ont un bon package. Ça dépend de qu'est-ce que Portland veut, en fait. Tu vois, c'est ça. Ouais. Si t'envoies tes jeunes, là, t'envoies Michael Porter Jr., des picks, PJ Dozier. Mais il a répondu, Lillard. On lui a posé la question sur les réseaux, où est-ce qu'il se voyait si c'était pas Portland. Il a dit que si Portland ne veut plus de lui, c'est Lakers ou bien Utah, visiblement. T'es sérieux? Ouais, c'est vrai, ça? Oui, il a dit ça. Bah, mais c'est parce qu'il brouille les pistes pour Miami. Laissez faire, les gars. Je suis sur Laissez faire, vous inquiétez pas. À tout moment, j'ai un coup de fil. Il y a Marine Bombe qui sort, là. Tu vois, tu connais Tatan Bombe? Il y a eu Wash Bombe, Tatan Bombe, Marine Bombe, ça arrive. Marine Bombe, ça arrive. Trouver le tweet, je l'avais vu. Ouais. On se retrouve sur l'Insta NBA Haters. Vous allez voir. Utah, tu vois, pourquoi pas. Enfin, il y a Dwayne Wade, non? Utah, ils sont bons, hein. Enfin, ok, c'est pas ok. D'accord, c'est Utah. Hein. On va pas se mentir. Mais quand même, tu vois la structure qu'ils ont mise, tu vois, c'est un bon truc à ça. Et tu vois les joueurs, ils regardent un peu qui revient dans le staff et qui est impliqué dans les équipes. Et tu vois, Dwayne Wade, pourquoi il n'a pas fini à Miami en fait en tant qu'actionneur? Ouais. Ok. Bonne question. Donc, voilà. Bonne question. Vois, et donc. Ouais, moi je le vois, les Knicks, les gars, les Knicks sont toujours sur c'est New York. Hein. Non, les Knicks, on avait déjà donné Russell Westbrook. Ouais, mais s'il va à New York, il va avec quelqu'un. Non, on leur donne Lillard, ça fait trop. Mais c'est ça, parce qu'à New York, s'il va à New York, il va avec quelqu'un, non? Et ben, il va tout seul, genre juste lui et Julius Randle, ça change pas. Il ramène Melo dans les valises. Ou Melo le retour à New York. Exactement, Melo dans la valise. Il dit les gars, je vous ramène l'ancien roi, je suis venu faire le nouveau. On allume. Mais vous pensez quoi? Vous pensez que 5e à l'Est. Hein. Attends, mais vous pensez pas que Portland, genre là, c'est l'année pour envoyer McCollum et Lillard? C'est l'année pour exploser. Pour essayer de récupérer. Pour essayer de récupérer des pics. Franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'il devrait faire, en fait. En vrai, c'est ce qu'il devrait faire. OKC dans un trade à 3. De toute façon, OKC, pour moi, c'est la plaque tournante de cette NBA cette année avec le trade. On va pas se mentir, hein, ils ont 60 pics de draft, là. Ils ont OKC, là, c'est les dealers de la NBA, là. Mais clairement, c'est là, ouais. Mais regarde, tu contactes OKC, tu dis, gros, écoute, on va faire un trade à 3, tu largues un peu des pics, je te ramène tes bons joueurs, voir une superstar. Vétéran. T'es gagnant, t'es gagnant quoi qu'il arrive au OKC. Ouais, avec eux, t'as raison. Non, c'est clair. Et ouais, là, t'as apporté quelque chose qui est intéressant, Johan. C'est peut-être qu'ils vont trader les deux, en fait. Juste reconstruire, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Parce que si tu trades juste un des deux, t'as pas assez pour compete anyway à l'Ouest. Tu peux pas, en fait. T'as pas assez et l'équipe de Benz est toujours là, tu vois. Mais oui, donc, ils vont être meilleurs l'année prochaine, gars. Ils vont être meilleurs l'année prochaine. Tu vois, t'as Utah, tu vois, t'as les Lakers, t'as les Clippers. Il y a ton équipe. Non, mais nous, on parle pas. Vous aussi. Tu sais que la dernière fois, je l'ai croisé à Cancun et genre, il a été parlé des joueurs après que je sois passé. J'ai pas trop apprécié ça. Les Warriors, j'avoue, les Warriors et Miami, vous êtes dans la même situation. Vous dites rien, vous parlez pas et on va voir en fait ce qui va se passer. Tu connais, on fait la méthode Pat Riley. C'est la méthode Pat Riley. Pose les bagues, tu vois. Regarde, j'ai fait les cheveux pareil que Pat Riley. C'est parti. Wow. Les Warriors, ça me fait peur pour l'année prochaine. Ah non, ils vont être chauds. Ils vont être chauds. Draymond Green, tu penses pas qu'il est en train de dire à Bradley Beal, Team USA, yo, Brad, come on, man. Come home. Peut-être qu'il allait comme ça. Il allait c'est que pour faire du recrutement. Il joue même pas, c'est pour ça, il s'en fout. On rigole de parler recrutement. C'est ça, c'est que du recrutement. C'est que du recrutement, mais tu vois, on parlait de Wiggins, tu vois. On dit, ouais, sa valeur marchande. En fait, sa valeur marchande est assez haute. Hein. Ouais. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Hein. C'est peut-être pas en tant que. Il était premier pick, peut-être pas en tant que premier pick. Non. Mais c'est un très bon joueur, tu vois. C'est un gars qui est bon en défense. J'aimerais pas le voir partir, mais s'il doit partir et que Kelly aussi peut partir. Ouais. Mais vous avez un atout incroyable avec Wiggins, parce que si tu arrives à trouver un GM qui est pas très futé, tu dis lui là, Maple Jordan. Maple Jordan. Tu vas avoir un petit gars qui se fait, tu sais, un petit GM qui se fait toujours douiller, tu vois. J'ai le prochain Jordan. Tu connais son surnom à l'université?
Mais ouais, t'inquiète, il a joué aux Warriors, Steve Kerr, Stephen Curry, tout ça. C'est gratuit. Non, mais tu rigoles, mais un joueur comme Wiggins, ça dépend après du rôle que tu lui donnes. C'est pour ça que moi, je pensais que sa valeur marchande était complètement pourrie, mais dans un rôle où tu lui demandes, par exemple, hey, joue un peu de défense, mets la balle dans le bucket. Hey, regarde, tu penses pas que Milwaukee, là, ils auraient bien aimé, qu'ils étaient contents d'avoir Andrew Wiggins right now dans leur wings rotation, à la place de je sais pas qui font jouer, là, tu sais. Ouais, mais bien sûr. Juste dans un rôle, ou même Atlanta dans la série d'avant, où, oh là là, tu sais, juste quelqu'un qui peut arriver, qui veut te donner 25 minutes sur les ailes, être polyvalent, c'est ça, en fait. Même Oubre, mais en fait, Oubre, tu vois, bon, là, on s'égare, tu vois, dans des post-season, mais tu vois, c'est un truc où, genre, ben, le mec, il est bon, il nous a fait payer une taxe, tu vois, une surtaxe de ouf avec son contrat. Quand Clay revient, il sait qu'il va sur le banc. Est-ce qu'il est prêt à accepter ce rôle-là? Et c'est un truc qui est super important chez les Warriors. C'est comme on a vu avec Iguodala. Quand Iguodala est venu de Denver, Iguodala, c'était une superstar. On lui a dit, gars, tu passes sur le banc. Off the bench, ouais, c'est ça. Il a 3 maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence entre... C'est ça la différence entre Wiggins et Oubre dans la valeur marchande. C'est que, ouais, ces gars-là, genre, tu vas surtout parler statistiques et production, tout ça. Mais quelque chose qui n'entre pas en compte dans la valeur marchande intrinsèque, c'est le caractère, la mentalité du gars. Je préfère 15 000 fois trade pour Wiggins que tu vas cantonner un rôle de role-player, mais qui peut devenir un très très bon role-player, plutôt qu'un Oubre qui à tout moment, il va te péter un point, il va te tweeter I don't wanna be here, je sais quoi faire. C'est clair. Tu vois, genre, le problème, c'est que tu vas penser qu'en termes de ce que la personne peut te rapporter en statistiques pures pour améliorer ton équipe et passer un cap, mais c'est pour ramener un mec qui fait, on va dire, je sais pas, imaginons 20 points de moyenne, mais qui derrière va te plomber un vestiaire qui était soudé sur 2-3 ans. Ça t'apporte rien, en fait. Ça peut être problématique. Non, c'est clair. Au début, peut-être que tu pars gagnant sur le trade, mais au final, tu as tout perdu, en fait. Non, tu as tout à fait raison. On va finir sur ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le off-season. Les systèmes sont importants. Miami, vous avez un super bon système. Les Warriors, pareil. Et pareil pour Benz, parce que juste pour finir sur Wiggins, tu mets Wiggins à Denver. Hey, est-ce qu'il est pas mieux que Aaron Gordon? Regarde ce qu'ils ont fait avec Aaron Gordon. Tu sais, Wiggins, il est athlétique, il sait jouer défense. Jokic lui fait des passes de ouf. Tout ce qu'il a à faire, c'est drive and dunk. J'étais en train de regarder. I mean, come on, man, you know? J'étais en train de regarder justement pour Benz. L'année prochaine, tu n'as pas les 10 millions de Paul Millsap à payer. Oh, Seigneur, merci. Non, Denver, tu vois? C'est assez ouf. Lui, il doit être assistant. Allez, il faut lui donner un poste d'assistant et c'est réglé. Tranquille. Mais c'est un gars de Bud, ça aussi, Paul Millsap. Oui, enfin, il a joué avec Atlanta. Enfin, c'est grâce à Bud qu'il s'est fait Atlanta à l'époque. J'ai entendu une phrase, là, ça m'a fait mal. C'est grâce à Bud. Oh. Non, j'ai dit c'est un gars. J'ai dit c'est un gars de... j'ai eu besoin d'un Doliprane, là. On va wrap up sur ça. Si au prochain pod, Bud il mène la série, là, on aura là. J'ai bien envie de vous entendre aussi. Avec plaisir. Alright, guys. Merci encore pour votre temps. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on va se retrouver pour un prochain épisode de notre pod. OK? À plus.